Voilà, bonjour à toutes et tous. La séance est ouverte. En we hebben een aantal personen die afwezig zijn. En ik zal de lijst geven. Zo de afwezig met kennisgeven zijn Mesdames El Yousfi, Mesdames Duren, de dames Liekens, Van der Meers, Bursens, Doos en Grootheden. Et messieurs Van Guatsenhoven, Dodrimont, Cocchiolo, Witzel. En de heren Verheijden, Van Gestel en Mikkelsen. Voilà pour la liste des personnes qui se sont excusées pour cette séance. De agenda zoals vastgesteld door het bureau werd meegedeeld. Als er geen opmerkingen zijn, is de agenda goedgekeurd. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant l'agenda? Je n'en vois pas. Et donc, l'agenda est approuvé. Et nous pouvons tout de suite prendre le premier point qui concerne l'éloge funèbre de M. d'Avignon, pour lequel j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire ici devant. Voilà, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, au Sénat, il existe une ancienne tradition selon laquelle notre Assemblée observe un moment de silence au décès de certains membres, et en particulier d'un ministre d'État, d'un ancien président ou d'une ancienne présidente du Sénat. In de Senaat bestaat een oude traditie dat de Assemblée even stilstaat bij het overlijden van een minister van Staat of een voormalige voorzitter van de Senaat. Etienne d'Avignon werd in 2004 benoemd tot minister van Staat. Hij is overleden op 18 mei van dit jaar. Etienne d'Avignon est issu d'une famille profondément engagée dans la vie publique depuis plusieurs générations. Son arrière-grand-père siégeait au Congrès national, l'Assemblée constituante qui adoptait la Constitution de la Belgique. Son grand-père, Julien d'Avignon, fut député, sénateur aussi et ministre. Son père, Jacques d'Avignon, était diplomate. Étienne d'Avignon est né en 1932 à Budapest, où son père était alors attaché à l'ambassade de Belgique. Étienne est le saint patron de la Hongrie. Son père avait choisi ce prénom, Étienne, en hommage au pays qui les accueillait. Plus tard, il ne se fera plus appeler que par son diminutif Stevie d'Avignon. Docteur en droit à l'Université catholique de Louvain, il a complété sa formation par un diplôme en économie et un baccalauréat spécial en philosophie. Il est entré au ministère des Affaires étrangères en 1959, avant de devenir chef de cabinet des ministres des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak et Pierre Harmel. Tijdens de oliecrisis van de jaren 70 speelde hij een doorslaggevende rol bij de oprichting van het Internationale Energieagentschap, waarvan hij de eerste voorzitter werd. In januari 1977 trad hij toe tot de commissie van de Europese gemeenschappen onder voorzitterschap van Roy Jenkins, waar hij verantwoordelijk werd voor de interne markt en industriële zaken. Onder het voorzitterschap van Gaston Thorn werd hij benoemd tot vice-voorzitter van de commissie. Daar leidde hij met name het moeilijke dossier van herstructurering van de Europese staalindustrie. En 1985, il entre dans le monde des affaires, il devient directeur puis président de la Société Générale de Belgique. En 1988, la Société Générale fut reprise par le groupe français Suez, à une époque où la Belgique ne disposait pas encore d'une véritable législation sur les offres publiques d'acquisition. Par la suite, Étienne d'Avignon a continué à jouer un rôle de premier plan dans le monde des affaires belges, notamment chez Tractebel, la compagnie maritime belge, et Fortis. Après la faillite de la Sabena, le gouvernement fédéral souhaitait préserver l'existence d'une compagnie aérienne belge. Étienne d'Avignon contribua alors de manière déterminante à la création de SN Brussels Airlines, qui connaîtra ensuite un développement remarquable. La fin de sa longue vie a été marquée par une procédure judiciaire liée aux événements de la décolonisation. Il a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés. Son décès a mis fin à cette procédure.
Gedurende meer dan 60 jaar was Etienne d'Avignon betrokken bij de grote politieke, economische en Europese ontwikkeling van België. De dekolonisatie, de uitbouw van de Europese samenwerking en de ingrijpende veranderingen in de Belgische bedrijfsleven. Hij stond bekend om zijn veelzijdigheid, zijn intelligentie en zijn pragmatische ingesteldheid. En 2019 paraissent ses mémoires sous le titre « Souvenirs de trois vies ». Il y revient sur les événements dont il a été témoin ou acteur au cours de ce qu'il appelait lui-même ses trois vies, la diplomatie, la Commission européenne et le monde des affaires. Dans l'avant-propos, Stevie d'Avignon écrit, et je le cite, « Chaque fois, j'ai eu la chance de quitter un métier que j'aimais bien pour un autre que j'allais aimer. » À la fin de cet ouvrage, il résume les enseignements qu'il retire de ces trois vies, que le fatalisme est inacceptable, qu'en agissant, on accepte le risque de l'échec, tandis qu'en ne tentant rien, l'échec est assuré. Que nul ne peut accomplir de grandes choses seul, que vouloir réussir seul conduit à l'isolement, et enfin, que les projets ne réussissent véritablement que lorsqu'ils deviennent collectifs. Au nom du Sénat, j'adresse à sa famille et à ses proches, et tout particulièrement aux membres de sa famille ici présents, nos plus sincères condoléances, et je vous invite à présent à observer quelques instants de silence en sa mémoire. Voilà, je vous remercie. Alors, le deuxième point à notre agenda gaat over de bespreking van een ontwerp van bijzonder wet. Wij gaan dus over tot de bespreking van het ontwerp van bijzonder wet, tot wijziging van artikel 479 van het wetboek van strafvordering en houdende harmonisatie van de bijzonder wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschap of gewestregering met het strafwetboek van 29 februari 2024. De bespreking is geopend en ik denk dat de rapporteur is de heer Hendricks. Het woord is aan de rapporteur et je pense que le rapporteur va le faire au départ de son banc. Meneer Hendricks, vous avez la parole. Dank u, meneer de voorzitter. Dit ontwerp, collega's, dit ontwerp van bijzondere wet dat overeenkomstig de grondwet onderworpen is aan de bicamerale procedure, werd op 19 mei 2026 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend en werd daar in de plenaire vergadering van 18 juni laatstleden eenparig aangenomen. De commissie, en dan verzonden naar de Senaat. De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden van onze Senaat heeft dit wetsontwerp afgelopen maandag in onze vergadering besproken in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister van Justitie. Het voorliggend ontwerp van bijzondere wet past in de harmonisatie van bestaande wetgeving met het strafwetboek van 29 februari 2024, nieuwe strafwetboek dat op 1 september eerstkomend in werking treedt. Naast deze harmonisatieoefening voert het ontwerp van bijzondere wet nog een herstelling door aan het wetboek van strafvordering en deze wijziging heeft tot doel de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof opnieuw in te schrijven in artikel 479, eerste lid van het wetboek van strafvordering, dit conform een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2025. Bij de bespreking had collega-senator Dalle enkele technische opmerkingen, maar waren er voorts geen tussenkomsten en werden de 8 artikelen van het ontwerp van bijzondere wet eenparig aangenomen door de 12 aanwezige leden
ook het wetsontwerp in zijn geheel werd als dus aangenomen. Dank u wel, meneer Hendricks. Verlangt er nog iemand het woord over deze eerste punt van onze agenda? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, qui souhaite prendre la parole sur ce texte dont je rappelle qu'il a été adopté à l'unanimité à la Chambre et qu'il a fait l'objet aussi d'une adoption à l'unanimité en commission. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite la parole? Nee, ik zie niemand. Je ne sais pas si le gouvernement, et je remercie Madame la Ministre d'être présente avec nous pour représenter le gouvernement. Je ne sais pas, Madame la Ministre, si vous souhaitez prendre la parole sur ce point. Dank u wel, meneer de voorzitter, dames en heren, senatoren. Het ontwerp, net als het tweede ontwerp dat u straks zal bespreken, houdt inderdaad verband met de harmonisatie van de bestaande wetgeving aan het nieuw strafwetboek van 29 februari 2024. De collega's in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn ook al zeer vertrouwd met deze materie, aangezien we heel wat harmonisatiewetgeving hebben goedgekeurd. De afgelopen maanden, het nieuwe strafwetboek zal in werking treden op 1 september. En is toch wel een strafrechtelijke mijlpaal, omdat er voor het eerst in meer dan 150 jaar een herziening zal zijn van ons strafrecht in België. Er zijn een aantal vereenvoudigingen van de bestaande structuren. Er worden eenvoudige nieuwe structuren opgezet, zoals de indeling van misdrijven in 8 strafniveaus. En het is belangrijk dat we zoveel mogelijk belendende wetgeving ook kunnen harmoniseren. En dat is wat gebeurt met dit ontwerp. Et donc, il y a aussi un changement par rapport aux référendaires auprès de la Cour constitutionnelle. Ce projet de loi spéciale remédie à cette inconstitutionnalité à la suite de l'avis du Conseil d'État. Il avait d'abord été décidé d'ajouter dans ce même projet de loi spéciale les référendaires près de la Cour de cassation à l'article 479, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle. Toutefois, après une demande légitime de l'un de vos collègues au sein de la Commission Constitution et réforme institutionnelle de la Chambre des représentants, la Commission a décidé que cet ajout serait effectué par une loi ordinaire. C'est la raison pour laquelle le projet de loi spécial a été amendé sur ce point à la Chambre. Nous sommes bien évidemment à l'écoute, chers collègues, mesdames, messieurs, de vos remarques et questions éventuelles concernant ce projet et pareillement pour le deuxième projet de loi dont on va discuter dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Y a-t-il de commentaires éventuels? Zijn er vragen ofwel opmerkingen? Ik zie geen. Dus de algemene bespreking is gesloten. En over deze wetontwerp, we gaan nu over tot de bespreking van de verschillende artikelen. Er zijn 8 artikelen. Artikel 1, geen opmerkingen. Nee, aangenomen. Artikel 2, opmerkingen. Ik zie er geen. Aangenomen. Artikel 3, hetzelfde. Aangenomen. Artikel 4, ik zie geen. Artikel 5, geen opmerkingen. Nee, aangenomen. Artikel 6, artikel 7 en dan artikel 8. Ja, perfect. Het is dus aangenomen en we zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. On peut alors passer au troisième point à notre ordre du jour. On votera donc sur ce premier projet de loi spéciale tout à l'heure, mais nous abordons avant cela un deuxième projet de loi spéciale. We gaan over tot de bespreking van het ontwerp van bijzonder wet houdende harmonisatie van diverse geldende wetsbepalingen met het strafwetboek van 29 februari 2024 en dat is onze document 8-219. De bespreking is geopend en nu is het terug de rapporteur, hetzelfde rapporteur is de heer Hendricks. Monsieur Hendricks, je vous donne la parole. Dank u, meneer de voorzitter. Dit ontwerp van bijzondere wet, overeenkomstig de grondwet onderworpen aan de bicamerale procedure, werd op 29 april 26 in de Kamer ingediend en daar aangenomen eenparig in zitting van 2 juli 26.
De Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van maandag laatstleden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister van Justitie. Een en ander past, zoals de minister van Justitie daarnet ook al aangaf, in de harmonisatie van bestaande wetgeving met het strafwetboek van 29 februari 2024, nieuwe strafwetboek dat in werking treedt op 1 september eerstkomend. Over de 7 artikelen van het ontwerp van bijzondere wet werden geen opmerkingen gemaakt en ze werden dan ook eenparig aangenomen door de 13 aanwezige leden. Hetzelfde lot was beschoren met de totaliteit van dit wetsontwerp. Dank u wel, meneer Hendricks. Donc effectivement, ces textes ont été adoptés à l'unanimité. Néanmoins, nous pouvons évidemment amener des discussions ici en séance. Est-ce que vraag iemand het woord over deze wetsontwerp? Est-ce que quelqu'un souhaite la parole sur ce point? Nous avons par ailleurs eu les commentaires de Madame la Ministre tout à l'heure sur les 2 textes à la fois, donc nous avons déjà eu des éclairages apportés par le gouvernement. Y a-t-il quelqu'un qui demande la parole? Je ne le vois pas. Dus de algemene bespreking is gesloten en we gaan nu over tot de bespreking van de verschillende artikelen. Er zijn 7. Artikel 1. Zijn er opmerkingen? Nee. Artikel 2. Geen opmerkingen? Nee. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6 en tot artikel 7 en er zijn geen opmerkingen over deze. We zullen dus later stemmen over het geheel van deze tekst. Et grand merci à Madame la Ministre pour sa présence pour cet échange qui avait déjà fait l'objet d'un examen en commission. Très bien, nous passons alors au point suivant à notre ordre du jour. En die gaat over une discussion sur sur un rapport d'information que nous pourrions adopter. Notre ordre du jour appelle l'examen du rapport d'information relatif au développement de réseaux express de covoiturage transrégionaux et transfrontaliers. C'est le document 8-161. La discussion générale est ouverte. Je pense que les rapporteurs sont Madame Anne-Charlotte Durcel et Messieurs Andy Peters et El Hadji Moussa Diallo. Alors, je ne sais pas lequel des 3 va prendre la parole en premier. Je pense que c'est Monsieur Diallo. Je vous invite à la tribune si vous le souhaitez, ou bien le faire de votre banc, mais n'hésitez pas à venir à la tribune pour nous présenter ce point. Monsieur Diallo, je vous cède la parole. Monsieur le Président, chers collègues, best colegas, depuis le mois de novembre 2025, à l'initiative de notre groupe, la Commission des matières transversales, compétences régionales, a mené un travail d'information consacré à la création de réseaux de covoiturage transrégionaux et transfrontaliers. Cette initiative est née d'un constat. Les congestions quotidiennes sur les principaux axes menant à Bruxelles et en particulier les nombreux déplacements interrégionaux qui s'y concentrent, le projet pilote de bande réservée au covoiturage sur la E411 mis en œuvre en région wallonne a montré que des initiatives existent, mais aussi que leurs résultats restent mitigés lorsqu'elles sont menées de manière isolée. Au-delà du cadre de la mobilité autour de Bruxelles, nos travaux ont surtout été l'occasion de s'intéresser de manière ouverte et transversale aux enjeux de la pratique quotidienne du covoiturage. Au cours de ces derniers mois, nous avons questionné et entendu des experts de la mobilité, des administrations compétentes en matière de mobilité, d'infrastructures et de sécurité routière, des responsables de projets, ainsi que plusieurs acteurs internationaux disposant d'une expérience particulièrement intéressante dans ce domaine. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui
rassemble les principaux enseignements de ces différentes auditions. Dans le respect de l'autonomie des différentes entités fédérées, le rapport s'articule autour de 2 volets complémentaires. Le premier volet dresse un état des lieux des principaux constats et se veut une source d'inspiration pour les autorités souhaitant développer davantage le covoiturage. Le second volet formule plusieurs recommandations visant à renforcer la concertation et la coordination entre les entités fédérées et l'autorité fédérale afin de consolider et d'amplifier les dynamiques déjà engagées en faveur du covoiturage. S'agissant des constatations, un premier élément est clairement ressorti de nos auditions. Malgré le développement d'alternatives, la voiture demeure aujourd'hui le principal mode de déplacement en Belgique. Selon l'enquête fédérale sur la mobilité de 2025, la voiture est utilisée pour 78% des distances parcourues et 60% des boucles de déplacement effectuées. Son usage varie selon différents facteurs, mais la majorité des trajets qui sont effectués avec une seule personne à bord. Cette tendance est particulièrement marquée pour les déplacements domicile-travail et domicile-études, dont le taux d'occupation moyen est de 1,03 personnes par véhicule, tandis qu'elle est légèrement moins prononcée pour les déplacements liés aux courses et aux services avec un taux d'occupation moyen de 1,23 personnes. Ces véhicules qui circulent avec un seul occupant constituent pourtant un important réservoir de places disponibles pour développer le covoiturage au quotidien. Les auditions ont également montré que des initiatives en faveur du covoiturage existent déjà en Belgique. Elles prennent des formes diverses, des plateformes de mise en relation, de parkings de covoiturage, de bandes réservées, d'incitants fiscaux, d'actions menées par les employeurs ou encore des projets locaux innovants. Malgré les dispositifs existants, le covoiturage ne s'est pas encore imposé comme une pratique largement adoptée. Quels en sont les freins? Les freins qui ont été identifiés sont multiples. Que ce soit dans un contexte privé ou professionnel, nous avons des contraintes organisationnelles, des freins psychologiques et sociaux, des manques d'incitants financiers, des questions de sécurité, des difficultés d'ordre technologique ou encore d'infrastructures insuffisantes. Et pourtant, les bénéfices du covoiturage sont largement reconnus. Le covoiturage permet de mieux utiliser les véhicules déjà en circulation, de réduire les coûts pour les usagers, de limiter les émissions polluantes et les embouteillages, mais aussi de renforcer les liens sociaux. Il constitue également une solution particulièrement pertinente dans les territoires moins bien desservis pour les transports publics et s'intègre pleinement dans une approche multimodale de la mobilité. Enfin, le covoiturage prépare l'émergence des nouvelles formes de mobilité, notamment la mobilité autonome. Une conclusion s'est progressivement imposée au fil de nos auditions. Aucune mesure prise isolément ne permettra de développer significativement le covoiturage. C'est une approche systémique qui est nécessaire. Cette approche suppose de combiner plusieurs leviers, des infrastructures adaptées, des outils numériques performants, des incitants lisibles, une offre attractive, une meilleure sensibilisation du public, une implication renforcée des employeurs, la poursuite des recherches et d'études et une coordination efficace entre les différents niveaux de pouvoir. Permettez-moi de souligner que les auditions ont également permis d'étudier plusieurs expériences étrangères, en particulier le modèle français. Depuis la loi d'orientation des mobilités de 2019, la France a progressivement structuré une véritable politique de covoiturage, associant soutien financier, développement d'infrastructures, lignes de covoiturage et outils de contrôle.
les résultats démontrent qu'une politique cohérente, inscrite dans la durée, peut produire effectivement des effets significatifs. Enfin, le rapport accorde une attention particulière à Bruxelles, où convergent, comme vous le savez, chaque jour des dizaines de milliers de navetteurs interrégionaux. Dans ce contexte, le covoiturage constitue un complément pertinent au transport en commun. La question du prolongement de la bande réservée sur la E411 vers le territoire Bruxelles a notamment été examinée. Les auditions ont montré qu'un tel prolongement est techniquement envisageable, mais qu'il suppose une concertation étroite entre les régions concernées. Au regard des enseignements tirés de nos travaux, 10 recommandations destinées à renforcer la concertation et la coordination entre les différents niveaux de pouvoir ont été formulées. Certaines recommandations portent directement sur la coordination entre les régions et l'autorité fédérale. C'est notamment le cas de l'inscription du covoiturage à l'ordre du jour d'une conférence interministérielle d'ici juin 2027 ou encore de l'organisation d'une concertation entre régions pour le développement des bandes réservées au covoiturage sur les grands axes interrégionaux. D'autres recommandations proposent un cadre spécifique pour le covoiturage, notamment en examinant la création d'un registre national, en créant un cadre juridique solide, en intégrant pleinement le covoiturage dans les politiques de mobilité multimodale et en améliorant sa prise en compte dans les enquêtes de mobilité. Enfin, plusieurs recommandations concernent plus spécifiquement le covoiturage dans un contexte professionnel. Améliorer la lisibilité des avantages fiscaux existants, examiner les liens possibles avec le régime des voitures de société ou encore encourager le développement du covoiturage dans les zones d'activité économique. Pour nous les engagés, ce travail d'information confirme une conviction. Le covoiturage ne peut pas être considéré comme un mode de déplacement accessoire. Il doit être pleinement intégré dans une politique de mobilité multimodale au travers d'une approche systémique mobilisant l'ensemble des leviers nécessaires à son développement. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une étude stratégique est en cours en région wallonne. Notre groupe s'engage à porter les constats et les recommandations issues de ce rapport dans les différents parlements et auprès des différents gouvernements compétents afin de contribuer au développement d'une politique de covoiturage plus cohérente, plus ambitieuse et mieux coordonnée à l'échelle du pays. Avant de conclure, je souhaite adresser mes remerciements à l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail. Je voudrais tout particulièrement remercier les experts, les administrations, les responsables de projets, les acteurs de terrain qui ont partagé leur expérience et nourri notre réflexion. Je voudrais également remercier tous les experts qui nous sont venus des pays voisins pour apporter aussi leur contribution à nos discussions. Je ne saurais terminer sans remercier très singulièrement les co-rapporteurs, Madame Dursel, Monsieur Peters, pour la qualité de notre collaboration, ainsi que l'ensemble des membres de la Commission pour le caractère constructif de nos échanges. Un remerciement aussi particulier est à adresser au service du Sénat, ainsi qu'à nos différents collaborateurs, les différents collaborateurs de nos groupes parlementaires, tout au long du travail de l'élaboration de ce rapport. Monsieur le Président, chers collègues, best colegas, je conclurai en vous invitant à soutenir ce rapport. Il propose une vision cohérente des recommandations concrètes pour mieux coordonner l'action des différents niveaux de pouvoir et permettre au covoiturage de prendre pleinement sa place dans notre politique et dans notre vision de mobilité. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci, Monsieur Diallo. Vous évoquez dans vos remerciements, Monsieur Andy Peters, c'est justement, je pense, lui qui va intervenir maintenant. Oui, je vous en prie, hein, vous pouvez venir prendre soit de votre banc, soit de la tribune, comme vous le préférez.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik kan ongetwijfeld niet evenaren de manier waarop collega Diallo met verve dit informatieverslag heeft toegelicht. Maar ook ik wil op mijn beurt de collega-verslaggevers en de verschillende diensten bedanken voor de samenwerking in dit dossier. Carpooling is evident een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid. De Vlaamse regering maakt daar ook werk van, zoals u ook kan lezen in dit informatieverslag. Cruciaal daarbij is dat we van alle carpoolparkings en park-and-ride parkings hop-in-punten maken, waarbij dat we ook bekijken hoe dat we bijkomende parkings kunnen aanleggen, cruciaal. En tegelijk zijn er ook andere overheden die een rol te spelen hebben. Denk maar aan de federale overheid via NMBS en Infrabel voor de stationsomgevingen. Maar nog meer dan de inhoud van dit rapport wil ik de collega's ook bedanken voor de empathie die getoond is voor de verschillende standpunten in dit halfrond. Ik denk dat het geen geheim is dat de verschillende politieke fracties in dit halfrond er een andere mening op nahouden over hoe en welke werkzaamheden dit halfrond zou doen tussen nu en de afschaffing ervan, gaande van een minimalistische invulling tot de eerder maximalistische invulling via onder meer informatieverslagen. En hoewel elk standpunt op dat vlak legitiem is en in elke fractie om zelf te bepalen is het zo dat er oprecht geluisterd is naar een bezorgdheid van onze fractie. En dat is met name dat informatieverslagen uit dit halfrond met vaste regelmaat en dan voornamelijk door de vandaag afwezige collega's van Groen aangegrepen worden om het beleid in andere democratisch verkozen halfronden tegen te werken of tegen te gaan. En in die zin is het zeer goed dat er de bereidheid was om in dit informatieverslag toch de puntjes op de i te zetten. Want ik denk dat we over veel zaken oneens kunnen zijn en ook heel veel meningen kunnen hebben over de Senaat. Maar ik denk dat de wetgever dit huis nooit bedoeld heeft als huis van tegenwerking, integendeel. Dus het informatieverslag bundelt de verschillende visies die leven doorheen de verschillende fracties in ons land, maar doet geen afbreuk aan de bevoegdheden zoals die in het land werden vastgelegd. Dat staat ook helder in de inleiding van het informatieverslag. Het is aan elke bevoegde entiteit om binnen haar bevoegdheden acties te ondernemen conform de democratische besluitvorming in de bevoegde parlementen en of regeringen. En dit informatieverslag treedt ook geenszins in de plaats, noch kan het gelezen worden als een bijsturing van de regionale regeerakkoorden. Onze fractie dankt iedereen voor de bereidheid dat op te nemen in dit informatieverslag, zodat er geen discussie kan zijn in de toekomst over het statuut. En ik wil ook op mijn beurt de verschillende experten, de diensten en alle leden van de commissie bedanken. En onze fractie zal evident dit informatieverslag goedkeuren. Dank u wel, meneer Pieters. Ik denk dat voor de MR nu Anne-Charlotte Durcel het woord zal nemen. Ja, madame Charlotte, je vous en prie, hein, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, notre groupe a pris une part active à l'élaboration de ce rapport, en particulier dans les chapitres consacrés à l'analyse des pratiques de mobilité, à l'état des lieux et à l'évaluation des dispositifs de covoiturage existants en Belgique. Cette implication était importante pour notre groupe car le covoiturage doit être pensé comme un outil intelligent de gestion des déplacements. Il permet de réduire la congestion sans imposer de nouvelles contraintes aux automobilistes, mais pour en tirer pleinement les bénéfices, il doit être envisagé comme une composante à part entière du système de mobilité. Convaincu que le covoiturage peut devenir un véritable levier de transformation de notre politique de mobilité, notre groupe soutient résolument son développement. C'est pourquoi je me permettrai de mettre en avant plusieurs recommandations qui nous paraissent particulièrement importante aujourd'hui. Comme je l'indiquais, le covoiturage doit être pleinement intégré au système de transport et non rester à la marge. Il doit s'articuler avec les transports en commun et les autres services de mobilité, parce que c'est ainsi que nous renforcerons l'offre pour les citoyens plutôt que de la fragmenter. Il est essentiel de l'inscrire dans des applications de transport public et les solutions de type MaaS, afin que les nouvelles technologies contribuent réellement à une meilleure desserte du territoire et ne soient pas seulement des gadgets. La technologie doit être au service de la mobilité et de l'intérêt général.
Le covoiturage doit donc pouvoir prendre toute sa place dans les outils numériques qui rendent les trajets plus accessibles et plus lisibles pour les usagers. Le soutien au développement du covoiturage est également primordial parce qu'il constitue un levier concret pour le monde du travail et pour la qualité de vie des travailleurs. Des initiatives existent déjà dans certains parcs d'activités pour faciliter l'échange de trajets entre collègues, mais elles restent trop fragmentées et pourraient être mieux valorisées. Une coordination plus structurée à l'échelle de ces zones économiques est nécessaire afin que l'accès au travail ne dépende plus uniquement de la voiture individuelle, mais s'inscrive dans une politique de mobilité pensée au service des travailleurs et des entreprises. Dans cette logique, le covoiturage est aussi un outil efficace de gestion des déplacements quotidiens. Il permet de rationaliser l'usage de la voiture, de limiter la congestion et tout est de mieux utiliser les infrastructures existantes, comme les parkings, les bandes réservées et des lignes de covoiturage présentées lors de nos travaux. Cela montre, lorsqu'il est bien encadré, que le covoiturage offre des solutions concrètes pour les entreprises, les travailleurs et les collectivités. Il s'agit d'affirmer une volonté claire de rendre le système plus simple et plus cohérent. Concrètement, cela passe par la création d'un registre national du covoiturage qui permettrait de clarifier les règles et de faciliter l'intégration dans les systèmes électroniques et de renforcer la collaboration entre les niveaux de pouvoir et les opérateurs. Il est tout aussi nécessaire de revoir le régime des avantages fiscaux pour le rendre lisible et réellement accessible aux citoyens. Cette simplification s'inscrit pleinement dans l'accord du gouvernement qui prévoit la révision des conditions d'accès à la déduction fiscale afin que tous les travailleurs qui covoiturent puissent en bénéficier et pas uniquement ceux dont l'employeur a formalisé un dispositif et intervient financièrement. Aujourd'hui, le régime fiscal lié au covoiturage est trop complexe et trop restrictif. Notre rapport plaide pour des règles plus simples et plus ouvertes afin que les travailleurs qui font l'effort de partager leur trajet ne soient plus pénalisés par des contraintes administratives. La simplification administrative doit se poursuivre. C'est une condition indispensable pour faire du covoiturage une solution de mobilité de masse et pas seulement une bonne intention. Alors, en tant que bruxelloise, je veux rappeler que notre groupe a déjà soutenu le développement de bandes de circulation réservées au covoiturage sur certains axes, en particulier aux entrées de ville. Et donc ici, je parle bien entendu de Bruxelles et de ces très nombreux nafteurs. Je pense par exemple à la E411, mais également à la E40, de façon à désengorger ces tronçons structurants. Ce rapport s'inscrit dans cette même logique et appelle une coordination renforcée entre régions. Au-delà de Bruxelles, nos travaux mettent clairement en évidence la nécessité d'une véritable coordination interrégionale et interfédérale. La mobilité ne s'arrête pas aux frontières administratives et le covoiturage encore moins. Les flux de déplacement dépassent les limites régionales et nationales et imposent que les différents niveaux de pouvoir travaillent ensemble, se fixent des objectifs communs et mettent en place des outils compatibles. C'est précisément là que le Sénat a un rôle à jouer, rassembler les visions des différentes entités, faire dialoguer les politiques menées en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et au niveau fédéral, et formuler des recommandations qui respectent les compétences de chacun, tout en encourageant une approche cohérente. Enfin, la poursuite de nos travaux nous a permis de constater que le covoiturage constitue une étape dans l'évolution des comportements de mobilité à l'heure où émergent des nouvelles formes de transport comme les véhicules autonomes. Nous devons anticiper ces évolutions et non les suivre avec retard. En soutenant le covoiturage, nous ne réglons pas seulement la congestion d'aujourd'hui, nous construisons un environnement dans lequel les nouvelles technologies de transport pourront s'inscrire dans une logique de partage. En bref, notre message est simple, le covoiturage doit être pleinement intégré au système de transport, soutenir les travailleurs, s'appuyer sur des outils numériques efficaces et sur une meilleure utilisation des infrastructures, dans un cadre fiscal, administratif, enfin simplifié et coordonné entre régions et au niveau fédéral. Donc,
Monsieur le Président, chers collègues, nous espérons dès lors que ce rapport sera pleinement utilisé par les gouvernements, les administrations et les opérateurs de mobilité pour améliorer et développer le covoiturage en Belgique. Les recommandations qui ont été formulées proposent des pistes concrètes pour simplifier les dispositifs, les rendre plus lisibles et intégrer le covoiturage dans une stratégie globale de mobilité. Je voudrais enfin adresser un mot de remerciement à toutes les personnes et organisations qui ont participé à nos auditions. Leurs expériences de terrain et leurs analyses ont été essentielles pour nourrir ce rapport. Au nom de mon groupe, je tiens enfin à remercier les rapporteurs, M. Diallo tout d'abord, comme initiateur du texte, et M. Peters, ainsi que l'ensemble des collègues et des services qui ont contribué à ce travail. Nous suivrons avec attention la mise en œuvre des conclusions de ce rapport et des décisions qui seront prises pour traduire ces recommandations sur le terrain. Je vous remercie. Merci Madame Dursel. Ik denk dat dan voor het Vlaams Belang het zal de heer Ans Verheij het woord zal nemen. Ja, meneer Verheij. Ja, dank voorzitter. Er zitten zeker lezenswaardige stukken in dit informatieverslag. Beschouwingen die niet zouden misstaan in de Schelp of het Elisette. Maar die handelen over bevoegdheden die al lang niet meer in dit huis worden beslist. Bevoegdheden die in onvoltooide staatshervormingen dichter bij de burger gestemd worden. Om die redenen zullen wij ons straks onthouden. Vrijwillige carpooling kan nuttig zijn als aanvullende mobiliteitsoplossing, maar deze aanbevelingen gaan te ver in de richting van een interfederale sturing, bijkomende registratie, mogelijke aantasting van de salariswagen en een mobiliteitsvisie waarbij de individuele wagen steeds verder wordt teruggedrongen. Bovendien dreigt de overheid een private, vrijwillige afspraak tussen burgers te behandelen als een vorm van semi-openbaar vervoer, door carpooling als een volwaardig vervoersmiddel te integreren in multimodale trajecten. Dit kan afleiden van de echte prioriteit: investeren in hoogwaardig, veilig, betrouwbaar, proper, frequent en toegankelijk openbaar vervoer. Het is natuurlijk algemeen bekend dat sommige senatoren met deze dikke en uitgebreide informatieverslagen vooral het nut van de Senaat willen benadrukken. Hun wens erom van het herfederaliseren van bevoegdheden willen benadrukken. Dat mag natuurlijk, maar evengoed en in veel grotere getalen leeft in Vlaanderen de wil om de regio's juist meer bevoegdheden te geven. Vlaanderen zijn fiscale en voor mijn part zijn volledige autonomie te laten uitvoeren. Op de vooravond van de Vlaamse feestdag wil het Vlaams Belang een megafoon geven aan deze wens. Zijn er nog restbevoegdheden die op het federale vlak zitten, dan is de enige juiste conclusie om deze over te hevelen naar de regio's. Zo komen we tot een integraal, een consequent beleid en een beleid dat afgestemd is op de noden van Vlaanderen. Dank u wel, meneer Verheij. Ensuite, pour le PTB, je pense que c'est Madame Bernard qui va prendre la parole. Je vous cède la parole, Madame Bernard. Oui, vous êtes bienvenue ici à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, d'abord, je voudrais saluer le travail réalisé dans le cadre de ce rapport d'information. Les auditions, les comparaisons internationales et les recommandations témoignent d'un travail sérieux et approfondi. Le constat est clair. Aujourd'hui, la voiture reste incontournable pour des centaines de milliers de travailleurs. Le rapport rappelle qu'en Belgique, les déplacements domicile-travail sont dominés par l'automobile et que le taux moyen d'occupation des voitures reste extrêmement faible, à peine un peu plus d'une personne par véhicule. Le covoiturage peut donc constituer une partie de la solution. Il permet de diminuer les émissions de CO2, de réduire les embouteillages, de faire économiser de l'argent aux ménages et de répondre à certains besoins de mobilité, notamment dans les zones rurales ou mal desservies par les transports publics. Le rapport le démontre de manière convaincante. Mais il faut également éviter un écueil. Le covoiturage ne doit pas devenir l'alibi permettant de renoncer à investir dans les transports publics. Le rapport insiste d'ailleurs lui-même sur ce point. Le covoiturage est un complément, pas un substitut au train, au tram ou au bus.
Il est particulièrement pertinent là où l'offre de transport public est insuffisante ou pour le premier et le dernier kilomètre. Et pour le PTB, cette distinction est vraiment essentielle. Dans de nombreuses régions, les habitants subissent depuis des années des suppressions de lignes, une offre insuffisante et des retards d'investissement dans les transports publics. Et donc, on ne peut pas simplement leur répondre « faites du covoiturage », alors qu'ils réclament d'abord un service public de transport digne de ce nom. Autre point important, le rapport montre que les principaux freins au covoiturage ne sont pas seulement techniques. Ils sont aussi liés aux horaires de travail, à l'organisation des entreprises, au manque de confiance, à l'absence de plateformes suffisamment connues ou encore au manque d'infrastructures adaptées. Autrement dit, il ne suffit pas de créer une application, il faut une véritable politique publique. Et ça suppose une coopération entre les régions, avec les employeurs, les opérateurs de transport, les communes et les partenaires sociaux. Le rapport insiste également sur la nécessité d'intégrer le covoiturage dans une logique de mobilité comme service, d'améliorer les parkings de covoiturage, de développer les voies réservées lorsque ça est pertinent et d'assurer un financement stable des dispositifs. Tout ça, ce sont des recommandations intéressantes. Mais nous souhaitons néanmoins attirer l'attention sur une dimension sociale. Le coût de la mobilité pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Si le covoiturage connaît un intérêt croissant, c'est aussi parce que beaucoup de travailleurs n'ont tout simplement plus les moyens d'assumer seuls le coût de leur voiture. Il ne faudrait donc pas que cette évolution masque le problème de fond, qui est une mobilité devenue trop chère. Enfin, nous partageons l'idée que les différentes autorités doivent mieux collaborer. Les naveteurs ne s'arrêtent évidemment pas aux frontières régionales et les politiques publiques non plus. Les recommandations formulées dans ce rapport en matière de coopération entre l'État fédéral, les régions et les employeurs vont donc dans la bonne direction. En conclusion, le PTB considère que le covoiturage peut être un outil utile pour améliorer la mobilité et réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il doit rester un complément à un investissement massif dans des transports publics accessibles, fréquents et abordables. C'est seulement cette combinaison qui permettra réellement de répondre aux besoins de mobilité de la population tout en relevant le défi climatique. C'est pourquoi le PTB s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame Bernard. Je pense que nous allons passer au groupe du CD&V en dat zal het Stijn de Roo die het woord zal nemen. Meneer de Roo. Geen nieuwe vorm van mobiliteit. Veel mensen doen het op vandaag al, vaak op een informele manier, met collega's naar het werk, met buren naar een activiteit of met familie naar een station of overstappunt. Het informatieverslag is nagegaan hoe die bestaande praktijk beter kan worden ondersteund. Voor eerst dus mijn dank aan de sprekers in de hoorzittingen, de rapporteurs en ook aan de diensten van de Senaat voor de geleverde inspanningen. Het verslag toont aan dat carpoolen verschillende functies kan vervullen. Voor sommige pendelaars is carpoolen een manier om samen tot aan een eindbestemming te geraken. Voor anderen kan het net een schakel zijn in een multimodale verplaatsing, bijvoorbeeld naar een station, naar een hop-in-punt of naar een andere overstapplaats. Die twee logica's kunnen naast elkaar bestaan, maar die vragen niet altijd dezelfde instrumenten. Bij de verdere uitwerking zal daarom duidelijker moeten worden bepaald welke doelstelling op welke plaats voorrang krijgt. Zeker wanneer infrastructuurruimte schaars is. Integratie in digitale platformen of in een ruimer vervoersbewijs kan nuttig zijn, maar mag voor CD&V geen bijkomende complexiteit creëren en spontaan of informeel carpoolen mag het ook niet ontmoedigen. Het informatieverslag vertrekt sterk vanuit de mobiliteitsstromen van en naar Brussel, wat begrijpelijk is gezien de dagelijkse congestie rond de hoofdstad, maar ook op andere Vlaamse assen en rond stedelijke clusters zoals Antwerpen en Gent kan carpoolen een rol spelen. Een verdere uitwerking mag zich daarom niet beperken tot één corridor of één stedelijke omgeving. Tegelijk, collega's, moeten we de juiste verwachtingen hanteren. Carpool is geen wonderoplossing voor alle mobiliteitsproblemen. Het kan bijdragen tot minder druk op bepaalde assen, aan lagere vervoerskosten, aan een efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Maar vrijgekomen wegcapaciteit kan op termijn ook opnieuw worden ingevuld. Bovendien
moeten keuzes over rijstroken, voorbehouden infrastructuur of aangepaste verkeersorganisatie altijd worden afgewogen ten opzichte van de impact op andere weggebruikers, waaronder ook het goederenvervoer. Voor Vlaanderen, met zijn havens, zijn logistieke knooppunten en economische assen, is dat natuurlijk geen detail. Daarom moet carpool worden ingebed in een ruimer mobiliteitsbeleid, met aandacht voor openbaar vervoer, fietsverbindingen, hop-in-punten, parkeerbeleid en ook een doordachte ruimtelijke ordening. De bevoegdheid daarvoor, zoals ook in het informatieverslag staat, ligt op de verschillende bestuursniveaus. Een ander aandachtspunt is de laagdrempeligheid. Het verslag verwijst onder meer naar manieren om carpoolritten beter te registreren of te ondersteunen. En dat kan nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer er fiscale of financiële stimulansen zouden gekoppeld worden aan effectief gedeelde ritten. Maar we moeten natuurlijk vermijden dat carpoolen verzandt in bijkomende administratie. Mensen zullen alleen carpoolen als het eenvoudig blijft. Dat geldt ook voor werkgevers, voor lokale besturen en voor verenigingen die mee een rol kunnen spelen. Controle en registratie mogen geen drempel worden voor mensen die vandaag al op een spontane en praktische manier ritten delen. Ook de rol van werkgevers verdient nuance. Zij kunnen een belangrijke hefboom zijn. Ze kennen de woon-werkstromen van hun werknemers. Ze kunnen sensibiliseren, parkeerbeleid organiseren of meezoeken naar oplossingen voor werknemers met gelijkaardige trajecten. Maar ook hier geldt dat het werkbaar moet blijven en dat we geen administratieve belasting mogen organiseren. Voor CD&V is ook de sociale dimensie belangrijk. Mobiliteit gaat niet alleen over doorstroming of over infrastructuur. Het gaat ook over toegang tot werk, opleiding, zorg, dienstverlening en ook tot sociaal leven. En voor sommige mensen kan carpoolen een antwoord bieden op vervoersarmoede, zeker op plaatsen waar het openbaar vervoer minder frequent rijdt of waar de afstand tot een station of halte groot is. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat nieuwe systemen, zoals digitale systemen, niet enkel werken voor zij die digitaal vaardig zijn, flexibele werkuren hebben of in een groot bedrijf werken. De mensen met de grootste mobiliteitsnoden die mogen niet uit het beeld verdwijnen. Daarom is het goed dat het verslag ook wijst op zichtbaarheid, betrouwbaarheid, aansluiting op andere vervoersmodi. Carpoolen kan sterker worden wanneer het verbonden wordt met bestaande knooppunten en wanneer mensen voldoende vertrouwen hebben in de praktische organisatie. Een veilige overstapplaats, duidelijke informatie, een betrouwbare terugrit en goede afstemming met andere vervoersmogelijkheden maken daarbij een groot verschil. Voor CD&V is carpoolen dus een zinvolle bouwsteen in een breder mobiliteitsbeleid. Het kan helpen om kosten te delen, om ruimte efficiënter te gebruiken, de bereikbaarheid te verbeteren en mensen meer vervoersmogelijkheden te geven. En we zullen daarom de aanbevelingen in het informatieverslag steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Roo. Ik denk dat misschien voor het PS, wij hebben ook, on a aussi une intervention. Très bien, monsieur Koyunsou, je vous invite à rejoindre la tribune si vous le souhaitez, bien sûr. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Au terme des nombreuses auditions menées dans le cadre du rapport d'information relatif au développement de réseaux express de covoiturage transrégionaux et transfrontaliers, un constat s'impose. La Belgique dispose d'un potentiel important en matière de covoiturage, alors même que cette pratique demeure encore insuffisamment développée. Au-delà de cette évidence, nos travaux nous invitent surtout à repenser notre conception de la mobilité. Pendant des décennies, notre modèle s'est construit autour de la voiture individuelle. Celle-ci est devenue dans l'imaginaire collectif le symbole de la liberté, de l'autonomie et de l'indépendance. Pourtant, cette liberté a aujourd'hui un coût collectif de plus en plus lourd. Embouteillage chronique, perte de temps, pollution, émissions de gaz à effet de serre et coûts croissants pour les ménages. Alors que la voiture reste le mode de déplacement dominant, elle circule la plupart du temps avec un seul occupant. Les chiffres présentés lors des auditions sont éloquents. Pour les trajets domicile-travail, le taux d'occupation dépasse à peine une personne par véhicule. Chaque jour, des milliers de places restent vides sur nos routes, alors même que nos infrastructures sont saturées. C'est précisément là que le covoiturage prend tout son sens. Notre groupe a donc travaillé dans un esprit constructif. Et je remercie nos collègues et les fonctionnaires du Sénat pour le travail réalisé. Le covoiturage n'est pas seulement une réponse pragmatique à la congestion, il est aussi une manière plus intelligente
d'utiliser les infrastructures existantes sans devoir systématiquement construire de nouvelles routes. Mais il est essentiel de rappeler un principe fondamental. Le covoiturage ne remplacera jamais les transports publics. Il doit en être le complément. Notre conviction est claire. Lorsque les transports publics offrent une réponse pertinente, ils doivent demeurer le pilier de notre politique de mobilité. Mais il serait réducteur de n'y voir qu'un simple outil de mobilité. Le covoiturage est également une pratique de solidarité. Il repose sur le partage, sur la confiance, sur la coopération entre citoyens. Il crée du lien social et rappelle qu'il est possible de répondre collectivement à des difficultés que chacun rencontre individuellement. Nos auditions ont également montré que le covoiturage recouvre aujourd'hui des réalités vraiment très diverses. Le covoiturage informel entre proches ou collègues, les plateformes numériques, les déplacements domicile-travail, etc. Ces diversités constituent une richesse, mais elles expliquent aussi pourquoi le phénomène reste difficile à mesurer. Une part importante du covoiturage échappe encore aux statistiques officielles. Les données sont dispersées entre différents acteurs et ne permettent pas toujours d'évaluer précisément les pratiques. C'est pourquoi je me réjouis que notre amendement ait été adopté à l'unanimité, visant à intégrer systématiquement le covoiturage dans les enquêtes fédérales et régionales de mobilité. Une politique publique efficace doit s'appuyer sur des données fiables, objectives et partagées. Les auditions ont également permis d'identifier les principaux freins au développement du covoiturage. Contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas d'un manque d'intérêt des citoyens. Les difficultés sont avant tout organisationnelles. Horaires flexibles, dispersion des lieux de résidence et d'emploi, difficulté à trouver des personnes effectuant des trajets compatibles, manque de coordination entre les différents opérateurs. À cela s'ajoutent des habitudes profondément ancrées. Beaucoup continuent d'associer la voiture individuelle à une liberté absolue, tandis que les questions de confiance ou de sécurité peuvent encore freiner certaines pratiques. Pourtant, les expériences présentées lors de nos auditions démontrent qu'il est possible de faire évoluer ces comportements. Les travaux de notre commission ont confirmé l'importance des flux transrégionaux autour de Bruxelles. Les travaux de notre commission ont également montré que les déplacements domicile-travail dépassent largement les frontières régionales. Les bassins d'emploi ne coïncident pas avec les frontières institutionnelles. Dès lors, une politique ambitieuse en matière de covoiturage ne peut être efficace que si elle repose sur une coordination renforcée entre le fédéral et les régions. Je me réjouis également que notre amendement adopté à l'unanimité en commission ait complété la recommandation relative au lien entre la réglementation des voitures de société et le covoiturage domicile-travail par la nécessité d'une concertation avec les partenaires sociaux, les employeurs et les représentants des travailleurs. Cette concertation, pour nous, est essentielle. Les solutions de mobilité doivent être construites avec les acteurs qui connaissent les réalités quotidiennes des déplacements domicile-travail.